Bonjour à tous. Le 4 novembre 2020, une opération militaire a été lancée par le gouvernement central éthiopien contre les groupes armés indépendantistes de la région du Tigré. Malgré l'annonce de la fin du conflit par le Premier ministre le 29 novembre 2020, des groupes armés continuent encore de mener les attaques. Des milliers de civils ont dû fuir les violents combats et les massacres qui ont fait des centaines de morts. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler donc de l'Éthiopie. On peut dire tout simplement, Mamadou, que le blocage politique et humanitaire persiste au Tigré. Tout à fait, le blocage humanitaire surtout persiste parce que quand on en arrive à la guerre, ce n'est plus la peine de parler d'un point de vue politique, Politique. mais c'est plutôt le blocage humanitaire qui pose problème. Parce que du côté tigréen, on a assisté pendant un temps dans cette zone à une guerre qu'on a appelée une guerre sans information. Pendant longtemps, personne n'a pu savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé. C'est les Érythréens qui ont tué les civils, c'est les Tigréens qui les ont tués, c'est l'armée de l'Éthiopie. On n'a pas eu d'informations. Et ce blackout qui avait été fait pendant la guerre, malheureusement, c'est ce blackout qui continue jusqu'à présent, au point que des convois humanitaires du PAM, du Programme alimentaire mondial, ont été bloqués plusieurs mois, ne pouvant pas aller au niveau de cette zone tigréenne, alors qu'il y avait urgence sur le plan humanitaire avec la famine qui menaçait à l'époque, avec des gens qui avaient d'énormes problèmes. Certaines populations qui en avaient la possibilité avaient traversé la frontière pour aller au Soudan pour essayer de trouver refuge à ce niveau. L'autre problème, on est dans une trêve qui ne dit pas son nom, parce qu'on assiste de plus en plus à des déclarations unilatérales de cessez-le-feu, mais il n'y a pas eu des discussions entre le pouvoir éthiopien et les Tigréens où on s'est accordé pour mettre fin à la guerre. Raison pour laquelle chacun est campé dans sa position. Et je crois que quand la guerre dure, tout le monde se rend compte que la guerre coûte cher. Au départ, les Tigréens ont fait une avancée qui a fait craindre que le régime en place allait tomber. Le Premier ministre a pris ses responsabilités, accompagner les armées, faire encore une avancée, mais ce n'est pas aller jusqu'au bout. C'est comme si actuellement, des deux côtés, on est à bout de souffle. Parce que financièrement, ça coûte de l'argent. Militairement, ce n'est pas une chose facile. Espérons que ce contexte va les obliger à chercher une solution politique au lieu de vouloir persister sur la solution militaire. Et il y a un convoi militaire de 50 camions qu'on a laissé passer. Espérons que ce premier geste ouvre la voie pour qu'on aille vers la négociation et que la guerre puisse s'arrêter. Alors pourquoi ce blocage humanitaire? Surtout, on ne comprend pas, surtout que l'Éthiopie a à sa tête un prix Nobel de la paix, le Premier ministre Abiy Ahmed. C'est la stratégie dans la guerre, le ravitaillement en fait partie. Vous avez des adversaires dans cette zone. Si vous avez 50 camions de nourriture, il est clair que vos adversaires ne manqueront pas de prendre une partie des camions de nourriture pour nourrir les soldats. On l'a connu ici avec la guerre mondiale. On nous a empêchés de consommer nos propres produits pour les envoyer à ceux qui étaient au fond. D'un point de vue historique, on appelait ça l'effort de guerre. Et bien sûr, quand ces biens arrivent, bien que c'est avec des organisations en principe humanitaires, souvent ces organisations sont conditionnées par les forces en présence. Donc, au niveau de l'Éthiopie, c'était également une stratégie pour ne pas nourrir des adversaires qui se retrouveront plus forts et en mesure de venir les attaquer. D'ailleurs, les organisations humanitaires, la HCR, le PAM, l'UNICEF, ont plusieurs fois dénoncé parce qu'il y avait pratiquement 400 000 personnes qui étaient en situation de famine sur les 6 millions qui habitent dans la zone. Mais eux, ils ne parlaient que de l'humanitaire, alors que du côté tigréen et du côté du gouvernement éthiopien, on voyait le volet humanitaire qui était là, qui était indiscutable, mais on voyait également le côté stratégique qui était là, qui faisait que même les convois humanitaires ont été bloqués, et cela pendant des mois, puisque depuis le 15 décembre, les convois avaient été bloqués. Alors, la région est aussi coupée et isolée du fait de l'interruption des télécommunications et de l'Internet. C'est le pouvoir d'Addis Abeba qui a fait cela. C'est une stratégie qui se fait, qui peut provenir aussi bien du pouvoir que des rebelles. Il ne faut pas qu'on oublie que Internet, les téléphonies aujourd'hui, si tu as ta puce avec ton téléphone, on peut savoir où tu te trouves. Et bon, comme les puces sont identifiées, on peut savoir qui est le propriétaire de la puce, on peut savoir qui est où, qui bouge, qui fait quoi. Donc, dans les deux sens, on peut l'utiliser comme stratégie pour éviter
de se faire surtout identifier et savoir où on se trouve à tel moment, ce qui faciliterait bien sûr les attaques. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Tchétchénie. Un des chefs tchétchènes, c'est par un coup de téléphone qu'on l'a appelé et le coup de téléphone a permis de lui envoyer un missile exactement là où il se trouvait. Donc, des deux côtés, on n'avait pas intérêt à voir ce système persister. Du côté tigréen surtout, c'était une façon d'échapper à cet espionnage électronique. Tout le monde se rappelle Pegasus avec tout ce que ça a déjà créé comme scandale en période de paix. Imaginez en période de guerre, qu'est-ce que les gens en feraient s'ils ont la possibilité d'y accéder. Alors, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, fait part d'informations extrêmement préoccupantes sur des atrocités commises contre les civils depuis le déclenchement de l'opération par le gouvernement éthiopien, seulement par le gouvernement éthiopien, Mamadou. Non, pas seulement par le gouvernement éthiopien. Il y a eu des témoignages. N'oublions pas que l'Érythrée a soutenu le gouvernement éthiopien dans cette bagarre. L'Érythrée, il y a d'autres rapports des organisations de défense des droits de l'homme qui accusent les Érythréens d'avoir commis des massacres. Vous avez même après, par la suite, quand on a légèrement ouvert la porte, des reportages qui ont été faits par un certain nombre de télévisions avec des témoignages où les gens sont venus, les populations sont allées se cacher dans leur maison tout bonnement. On est allé trouver les gens dans les maisons, les rassembler et puis assassiner un certain nombre parmi ces populations sans pour autant leur dire même pourquoi et ces populations ne portaient pas les armes. Les Tigréens également sont accusés d'avoir tué un certain nombre de populations civiles. Même chose avec les militaires éthiopiens qui sont également accusés d'avoir commis des massacres. Il y a eu des fosses communes, etc. Mais comme la guerre est toujours là, il va être extrêmement difficile parce qu'à côté de la guerre avec les armes, il y a la guerre de l'information. Chacun va vouloir faire de l'autre le sauvage qui est responsable de tout ce qui se passe, alors que pour des gens qui ont vu plusieurs fois des guerres, il faut attendre encore une enquête minutieuse, indépendante, pour pouvoir permettre de savoir quelle est la part de chacun dans ces massacres, parce qu'une chose est claire, Tigréens, Éthiopiens, Érythréens, tous ont participé au massacre. Ça, c'est déjà prouvé. Et quand Amnesty International rapporte dans un communiqué le 1er décembre 2020 qu'un terrible massacre a été commis dans le centre-ville Maïkadra, une localité de l'ouest du Tigré, est-ce qu'on peut dire à partir de là que ces organisations internationales prennent parti? Non, elles ne prennent pas parti. C'est vrai que le malheur, la vérité n'est jamais de deux côtés en même temps. Parce que généralement, il n'y a pas de vérité, il y en a une seule. Quand l'organisation vient faire son travail de recherche, ce qui est intéressant avec ces organisations, c'est que quand ils fournissent un rapport, le rapport est documenté. C'est-à-dire quand on leur a montré 200 cadavres, ils font les enquêtes par personne, pour savoir qui a été tué, dans quelles circonstances, qui l'a tué. Ce qui est intéressant, quand ils publient leurs résultats, ils vous disent sur 50 personnes qui ont été tuées, nous n'avons aucune information. C'est-à-dire on a cherché, on n'a pas trouvé. Sur tel nombre de personnes, ce que les informations nous donnent, voici ceux qui ont massacré, voilà le jour où ça s'est passé, voilà les circonstances, voilà les personnes témoins que nous avons interrogées. S'il se trouve que c'est un groupe qui est accusé, généralement on balaye d'un revers de main en disant que le rapport est partiel, on n'a pas tenu compte des crimes des autres. Non. Le rapport porte sur un massacre. Si c'est vous les responsables de ce massacre, mais vous êtes désigné comme responsable. Quand il y aura une autre étude sur un autre massacre qui a été fait par l'autre groupe, cela se fera également de la même manière. Mais Amnesty n'a pas intérêt à prendre part au niveau d'un conflit à l'Éthiopie, ni du côté du gouvernement, ni du côté du TPLF. Alors cette situation entraîne d'importants déplacements de population. Oui, quand l'aide humanitaire ne vient pas, mais les populations sont obligées de se chercher. Et ils sont même allés vers des pays à problème, parce que quand tu vas vers le Soudan, que ce soit du Sud ou autre, c'est la même chose. Ça veut dire que, comme on dit, quand on se noie, même quand on vous tend un poignard, vous attrapez. Ils ne pouvaient plus rester chez eux, vous ne pouvez pas cultiver, vous ne pouvez pas mener vos activités agricoles, vous ne pouvez pas aller au marché, vous risquez d'être tués. Ils sont partis malgré eux devenir des réfugiés. Maintenant, si on les avait laissés sur place, si on avait permis au PAM, si on avait permis au HCR de faire leur travail, généralement, dans les zones de guerre, on prend des espaces où on regroupe ces personnes qui sont des déplacés internes,
on leur vient en aide et on le signale aux deux parties en conflit. Pour que les gens sachent qu'ici, ce sont des réfugiés, ce n'est pas un espace de guerre, qu'il n'y ait pas de bombardement, qu'on ne vienne pas là-bas avec des armes pour perturber. Mais cela n'a pas été possible, raison pour laquelle les populations, malgré elles, et dans des conditions extrêmement difficiles, ont essayé de gagner le Soudan pour trouver refuge face à la guerre. Est-ce qu'il y a espoir pour l'avenir, pour les Éthiopiens? Nécessairement, il faut qu'il y ait espoir. On ne peut pas laisser ce pays continuer à se déchirer. N'oublions pas que c'est là-bas que se trouve Addis Abeba, c'est le siège de l'Union africaine. Donc, c'est le pays où il devrait y avoir le moins de guerre, puisque c'est de là-bas qu'on devrait partir même pour venir résoudre les problèmes dans les autres pays. Je crois que l'Union africaine doit prendre son bâton de pèlerin pour faire en sorte qu'on puisse trouver une solution. Et je me dis que la solution va être assez proche parce que ça fait plus d'1 an que la guerre a lieu et il n'y a pas eu véritablement de vainqueur. Des deux côtés, les gens sont fatigués. Quand on va leur trouver une petite porte pour venir s'asseoir et négocier, très certainement, ils vont l'accepter et c'est dans les conditions maintenant qu'il va falloir mener bataille pour qu'on n'assiste pas à une scission encore de ce pays. On a trop de pays déjà en Afrique, il ne faut pas en créer encore un autre. Ça passe par quoi? La cohabitation politique? Ça passe par ce qui avait été fait il n'y a pas longtemps. Cette zone du Tigré était administrée d'une façon relativement autonome. Il ne faut pas qu'on oublie que ces Tigréens avaient pris le pouvoir, avaient gouverné l'Éthiopie de façon globale, pas seulement cette zone. Il y a un travail qui a été fait et c'est dans cette question de l'autonomie que cette guerre s'est déclenchée parce que quand le pouvoir central avait dit on attend pour les élections avec la situation Covid et autres, les gens avaient dit non, nous on organise les élections, ce qui avait été considéré comme étant de la sécession. Je crois qu'on peut revoir comment faire en sorte que, à l'intérieur de l'Éthiopie, qu'ils puissent avoir cette autonomie, pas seulement pour les Tigréens, parce que les Amaras sont là, les Omoro également sont là. C'est la réalité de ce pays. Il faut aller dans le sens d'un fédéralisme qui soit une réalité véritable, qui va pouvoir permettre à ces différentes communautés de vivre ensemble dans un seul et même État. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.